bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse, la chaîne qui décrypte la NBA au quotidien le matin avec Shai Mamou. On revient sur les matchs, on vous parle de ce qu'on a retenu, de ce qu'on a vu. Il y avait quelques matchs au programme, Shai. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est évidemment le panier Dame Time, le panier à 3 points au buzzer pour la gagne de Damian Lillard, un nouveau buzzer beater, un nouveau game winner pour le joueur le plus clutch de la ligue. Alors, ce qui paraît, le joueur le plus clutch de la ligue, si on se fie au trophée, c'est De'Aaron Fox. Alors, De'Aaron Fox a marqué un panier décisif. Il a quand même arraché la prolongation, mais il a raté un lancer qui aurait pu être très important pour Sacramento. Et derrière, Damian Lillard qui vient crucifier les Kings. Victoire des Bucks, 143-142. Ouais, les Bucks sont pas passés très loin de la correctionnelle. Tu disais, donc Fox arrache la prolongation. Et en prolongation, Sacramento mène de 4 points avant qu'il y ait le retournement de situation. Parce que Brook Lopez met d'abord un panier, puis Dame après au buzzer de super loin. La légende continue, la légende de ces paniers, de ces game winners au buzzer continue. Alors, c'est pas en playoff comme les précédents qu'on fait sa légende, comme je disais, mais il est quand même bien marquant. Et puis, il est là pour ça. Je pense que c'est la première fois que les fans des Bucks, en tout cas sur un match à domicile comme ça, le voient mettre un panier aussi décisif. Il a eu plusieurs matchs où il a marqué beaucoup dans le quatrième quart-temps depuis le début de la saison. Mais là, c'est le premier, c'est la première fois qu'il goûte à l'expérience Lillard avec un panier décisif dans un match où Giannis finit en triple-double, mais où on se remémorera surtout, je pense, du panier de Lillard et évidemment du passage de Mike Brown devant les médias après le match. Et oui, du jamais vu. Il nous a fait du jamais vu en NBA, quoi. Il est venu avec son ordi portable pour montrer par A plus B que. Enfin, et encore, en fait, il montre une action d'ailleurs au final, et c'est même Pendant pas 5 celle. minutes. Ouais, ouais, oui, mais enfin, il y a surtout le moment, tu sais, où il montre, ah bah voilà, là, c'est pas normal, le bras au truc, mais bon, oui. Ah, mais c'était top parce que alors moi j'ai bien aimé parce que c'était en alors j'ai pas aimé ce qu'a fait Rajakovic, hein, je comprends. L'autre jour il était foudrage, il perd un match où il a l'impression de s'être fait enfler, il a l'impression que c'est toujours la même. Bon, tu comprends les réactions à chaud, il y a pas de problème, il a pris une amende, il y a pas de souci. Là c'est l'opposé, c'est-à-dire qu'il est arrivé, tu peux te dire il va il va insulter tout le monde. Il arrive avec son petit portable, il te fait un petit PowerPoint limite. Et c'était intéressant parce que là, pour le coup, c'était expliqué. Rajakovic est arrivé avec des chiffres en disant les Lakers ont eu plus de lancers que nous, etc. Si vous voulez leur filer le match, donnez-leur. Donc c'était vraiment très, très à chaud. Et bon, c'est pas forcément très bien passé. Là, Mike Brown est arrivé en parlant d'une action précise, comme tu as dit, et du fait qu'il y avait que les refs, en fait, donnaient au coach et aux équipes deux façons différentes d'interpréter une règle. Donc, il s'y retrouvait pas. Il parlait de Sabonis qui défendait avec les bras levés. Non, c'était Brook Lopez, pardon. Il dit, moi, on me dit que Sabonis, c'est illégal ce qu'il fait quand il arrive parce qu'il a qu'un seul des bras levés. Je vois Brook Lopez faire la même chose, mais on ne le siffle pas. Puis plus il y a tant de lancers. Pendant 5 minutes, il te fait son petit PowerPoint. Plutôt calme, tranquille, alors que tu sens qu'il est quand même agacé, mais ouais, et puis il va y avoir des mèmes créés avec cette séquence, hein, c'est sûr et certain. Parce que tu as la photo où tu le vois pointer du doigt à l'écran avec une tête un peu. Donc tout le monde va remplacer l'écran avec un autre truc, c'est absolument certain. Donc voilà. Mais il va peut-être prendre une amende quand même. Ouais, bref. Oui, oui et non, je sais pas justement, c'est là qu'on va Je voir. sais Parce que pas, ouais. est-ce que toute critique, toute remise en question de l'arbitrage est sanctionnée ou sanctionnable? Ou est-ce que c'est la colère de Rajakovic qui a fait que. Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des trucs comme ça. C'était Van Vliet, je crois aussi, qui avait défoncé les arbitres. Quand tu sous-entends que les arbitres ont fait quelque chose de pas très partial, de pas très impartial, pardon, là, c'est sûr que tu critiques l'arbitrage. Là, il a dit les arbitres font des erreurs, on les accepte tous, mais moi, j'aimerais juste que quand on m'explique une règle, il y ait une seule interprétation et pas que d'une action à l'autre, ce soit différent. Il n'a pas dit les arbitres sont des voleurs. Il dit je sais qu'il y a de la disparité parfois entre les lancers. Bon, donc, moi, j'aimerais qu'ils ne prennent pas de sanctions parce qu'il n'a pas impliqué qu'il y avait de la triche. Il a juste dit que, alors peut-être des joueurs étaient arbitrés différemment que d'autres, mais c'est surtout la règle, et c'est l'impression qu'on a parfois en tant que spectateur aussi, je pense. On dit tiens, pourquoi là ici, enfin moi en tout cas, moi qui suis qui joue pas au basket au quotidien et qui est moins peut-être et qui suis moins dans l'action, parfois je regarde des trucs et c'est comme devant un match de rugby, je comprends pas pourquoi les mecs ont sifflé, tu vois. Donc voilà, je trouvais ça intéressant.
Non, ouais, il demande de la cohérence et de la communication. Bon, Mmh. et ça, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. On sait que ça peut être très frustrant quand justement il y a de l'incohérence dans l'arbitrage. Parce qu'à la limite, quand c'est sifflé tout le temps pareil, bon, Bien sûr. tu t'adaptes, tu peux t'adapter à un Mmh. arbitrage qui est constant, qu'il soit mauvais ou bon, peu importe. Mais si c'est pas constant, ça devient très frustrant. Et c'est aussi ce qu'il dit. Il dit voilà, c'est surtout ça qui est frustrant. Les Kings, de toute façon, c'était un match où quoi qu'il arrive, le perdant allait être vraiment frustré. Ouais. Tout du long, c'est serré. Et c'est ce qu'a dit Lillard. Il a dit ce genre de match, faut pas le laisser filer. Et voilà, ils ont réussi à aller le chercher au buzzer sur ce panier. Ça fait 29 points pour Lillard. Chris Middleton ne jouait pas. Il y a eu un triple-double de Yanis, 27-10-10, 22 points de Portis, 23 points de Beasley. Pareil du côté des Kings, il y a aussi 4 joueurs à plus de 20 points, dont 32 pour De'Aaron Fox. Un triple-double aussi pour Sabonis, 21 points, 13 rebonds, 15 passes. Et voilà, mais ça fait une défaite pour Sacramento et c'est la 3e victoire de suite pour Milwaukee, qui est toujours 2e à l'Est, assez solidement installé sur le podium de la conférence Est. Ouais, Malgré quelques mauvais passages de temps en temps, cette équipe quand même tient le cap. c'est ça. Autre gros match, c'était le choc de la soirée. C'était une affiche à l'ouest entre les Timberwolves et les Clippers. C'est une très belle victoire des Timberwolves, une victoire convaincante et euh, comment dire, presque un statement game dans le sens où tu bats une équipe qui est de plus en plus considérée parmi les favorites à l'ouest. Victoire 109-105 de Minnesota avec 33 points d'Anthony Edwards qui a été décisif. C'est le 3e quart-temps où ça s'est beaucoup joué. C'est-à-dire que Minnesota avec 1 point d'avance à la pause. Ils ont accéléré dans le 3e quart-temps et ils prennent 13 points d'avance dans le 3e quart-temps avec justement 20 points de Edwards dans ce 3e quart-temps. Il est en patron, quoi. Quand Edwards est comme ça, 10 sur 16 au tir, 9 rebonds, 6 passes, ne peut pas faire grand-chose contre Minnesota. Il n'est pas toujours très à droite, c'est pas le joueur le plus efficace de la ligue, mais là, sur ce match-là, impérial et du coup, bah voilà, victoire de Minnesota. Ouais, malgré, ouais, tu as raison de dire son 3e carton a vraiment été décisif parce que là, c'est là qu'ils ont pris les commandes du match. Mais malgré ça, il y a quand même eu un retour des Clippers dans le 4e carton. Ils sont revenus à 3 points des Wolves Ouais. avec un 26 en 4 minutes et quelques. Et derrière, ils ont quand même tenu bon. Et c'est là qu'il faut parler de Rudy Gobert. Rudy. Voilà, bien sûr, parce que alors si vous avez regardé le match ou les réseaux après, vous avez pu voir que il y a eu un petit, c'est pas des accrochages, mais comme un petit bif entre Gobert et les Clippers. Alors, il y a eu un semi-accrochage avec Terrence Mann, je crois. Ouais. Rudy fait une faute un peu Oui. sèche et derrière, tu sens qu'il y a besoin, il y a limite besoin de séparer. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est donc, outre le gros match que Rudy fait, Rudy qui fait 15 points, 18 rebonds, 4 contre quand même, il y a cette histoire autour des lancers où il en rate 7, où les premiers qui ratent, il les rate vraiment, c'est-à-dire il y a un semi-airball et un gros airball. Les Clippers sur le banc qui sont morts de rire, qui se foutent de sa tronche assez clairement. Il y a même une vidéo, d'ailleurs je sais pas qui prend la vidéo où on voit Westbrook exploser de rire sur le banc. Il faudra qu'on enquête pour savoir si c'est un joueur qui a pris la vidéo ou si c'est un... Je l'espère pas quand même pour le sérieux Ouais, des c'est peut-être Clippers et de la plus ligue. un supporter, Je t'avais pense que c'est raison. voilà, un mec qui était assis courtside ou pas loin. Et donc le karma a frappé parce que derrière, Rudy est resté solide mentalement et puis a inscrit 4 lancers décisifs dans le money time, a réussi un contre très important sur Kawhi Leonard aussi dans le money time. Il l'a fait plusieurs fois d'ailleurs ce contre sur Kawhi dans le match, 2 ou 3 fois où il l'empêche de mettre son petit jumper à mi-distance en réduisant la distance rapidement et c'est des séquences qui rappellent que Rudy c'est un excellent défenseur pour ne pas dire le meilleur encore cette saison. Donc j'ai bien aimé ce match parce qu'il y avait une atmosphère un peu playoff. On le dit souvent quand il y a des gros matchs qui tiennent leurs promesses. Il y avait une atmosphère playoff, il y avait une énergie, des semi-conflits dans le match, des petites histoires dans le match. Et ouais, moi, ça m'a bien plu. Ça ressemblait à une prise de rendez-vous éventuelle pour les playoffs dans quelques mois. Ouais, ça rappelle aussi que les Timberwolves ont vraiment des stoppers au-delà de Rudy, bien sûr. Rudy est un excellent défenseur, mais le fait d'avoir Jaden McDaniels et un Edward concerné en défense, ça change beaucoup de choses. Harden est limité à 4 sur 14. Harden qui est excellent quand même depuis plusieurs semaines. Là, il est limité à 4 sur 14, 4 pertes de balles. Quand tu peux envoyer du McDaniels sur lui, quand tu as du Edwards, des mecs qui peuvent tenir leur vis-à-vis, ça change beaucoup de choses et ça sera un des points forts quand même de Minnesota. C'est la défense, c'est le plancher des Wolves. C'est pour ça que même si les Minnesota, par exemple, se mettaient à glisser, c'est difficile de les imaginer sortir quand même Non. du top 4, quoi qu'il arrive, parce que justement, il y a une assise défensive qui te permet généralement en saison régulière, de bien voyager. Après, en playoff, paradoxalement, on dit souvent la défense fait gagner des titres.
Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que la défense t'assure quoi qu'il arrive des bonnes saisons régulières, mais c'est pas forcément ce qui te fait passer un cap en playoff. En playoff, Ouais. c'est justement l'attaque et tes individualités. Et là, on verra. C'est là où il y aura peut-être une limite pour les Timberwolves, mais ça sera de toute façon quoi qu'il arrive un point fort, hein, de pouvoir défendre fort. Ça te permet de voyager, etc. Donc voilà. Donc en tout cas, belle victoire de Minnesota. Ils sortiront pas du top 4, je pense, hein, que c'est juste Non, non, ça me pour semble impossible. même si j'ai plusieurs fois dit que je pense que peut-être la hiérarchie allait bouger un peu. Peut-être pas sûr que Minnesota finisse en tête. Ils ont quand même des ressources mentales là pour gagner des matchs comme ça contre un adversaire aussi en forme. Certes, il y avait pas Ivica Zubac. Zubac, voilà, Ouais, je pense que qui ça, faisait ça, qui ça, faisait ça partie pèse. des remplaçants qui se foutaient de la tronche de Rudy. Enfin, il n'était pas sur la feuille de match, mais il était présent sur le banc. Il faisait partie des mecs qui se foutaient un peu de la tronche de Rudy. Mais lui, il fait partie aussi des grands gagnants du trade. Il est beaucoup plus épanoui depuis qu'il y a eu le trade de Harden. Leur relation est bonne. Donc, en tout cas, c'est une vraie bonne victoire pour Minnesota. Et tu as raison, le plancher de la défense est essentiel, en tout cas pour la saison régulière. Et il y a des petits trucs ici et là qui font dire quand même qu'offensivement, ils ont des choses à faire valoir en playoff. Moi, j'ai bien aimé les quelques combinaisons, encore trop rares à mon goût, mais qu'on voit parfois entre Kat et Rudy, tu sais, la relation intérieur-intérieur où ils se font des passes près du cercle alors que la défense s'attend à un tir. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a plein de choses sur lesquelles ils peuvent encore progresser et qui font qu'ils seront autrement plus redoutables en playoff, je pense. Allez, on passe à un autre match, la victoire des Nuggets contre les Pacers 117-109, un triple-double de Nikola Jokic. Enfin non, pardon, Non, il passe tout près du il triple. passe, ouais. Pardon. Il est à 25 points, 12 rebonds, 9 passes, il passe près du triple-double. Ils sont 3 à 25 points. Porter Junior, Jokic, Murray, il y a 20 points de Gordon. J'ai une stat assez folle. Nikola Jokic est à 81% de réussite sur ses 9 derniers matchs. Là, il fait 12 sur 13 la nuit dernière et 81% sur les 9 derniers. Il force sur rien. Ah, là, il est indécent. Il y a eu la période où que tu avais souligné à juste titre en début de saison, après une dizaine de matchs, je crois, notamment après la blessure de Murray, où tu disais à juste titre que la meilleure version des Nuggets, c'est pas quand Jokic prend 25 shoots, mais plutôt quand il est autour de la dizaine et de la quinzaine en étant très très efficace. Là, c'est la version de Jokic qu'on est en train de voir. 81% sur 9-10 matchs, c'est indécent. Et ça va avec l'adresse qu'ont montré les Nuggets cette nuit. Ils ont shooté à 64,8%. Donc dans la lignée de Jokic, avec trois joueurs à 25 points, donc Jokic, Murray et Porter Junior. Donc alors, les Pacers ont plutôt bien tenu le coup, hein. C'est toujours une équipe qui joue sans Haliburton, il faut le rappeler. Mais les Pacers les ont un peu embêtés et Denver a fait parler l'adresse. Je sais que Malone n'était pas très très content après le match parce qu'il y a quand même eu 21 pertes de balles de son équipe et 14 il y en a 7 de Jokic pour le coup. Ouais. Et il a préféré aussi mettre ça en avant en disant que c'était OK, il y avait la victoire, mais que tout n'avait pas été parfait. Oui, non, c'est sûr. Après, les Nuggets, bon, ils vont trouver petit à petit leur rythme de croisière. Les équipes candidates au titre, généralement, elles accélèrent à partir de février. Je pense que c'est un peu le planning pour Denver, c'est de monter en puissance tout en assurant l'essentiel. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien pour les Nuggets. Autre match, la victoire des Suns contre les Trail Blazers, malgré les 33 points de Scoot Anderson. 33 points, mais un 11 sur 31 quand même. Il faut quand même le souligner. Ouais. Mais il fait 9 passes. Hein. Il fait un bon match, 9 passes, c'est trop bon. Enfin, il fait un bon match statistique. Mais ça n'a pas suffi. Le Big Three des Suns, ça fait la différence. 21 points de Kevin Durant, 23 de Bradley Beal et 34 pour Devin Booker. Et bon, voilà, victoire des Suns contre les Trail Blazers. Je suis pas sûr que ce match rassure plus que ça les Suns, mais ça leur permet d'engranger, de rester à la 8e place et d'enchaîner un peu les succès, ce qui est important quand même pour cette équipe de Phoenix. Ça les rassurera pas parce que ça a été très très inégal encore. Ouais. Ils ont eu 17 points d'avance, ils ont laissé Portland revenir à 4 points dans le 4e quart-temps. OK, il y a le bon match de Scoot Anderson, mais qui croque pas mal, qui a beaucoup shooté. À défaut d'être son meilleur match, parce qu'il y a un match où il avait fait une vingtaine de points et 11 passes, je crois. C'est son match le plus prolifique en tout cas. Il a fait le plus de 33 points, 9 passes, 7 rebonds, 3 interceptions. Donc il y avait l'activité qu'on lui connaissait en tout cas en G-League. Mais ouais, c'est pas ultra rassurant pour les Suns non plus contre une équipe qui a pris des roustes gigantesques ces derniers temps. C'est pas ultra, ça reste inégal et ils peuvent faire bien mieux que ça de toute façon. Hein. Et c'est important de souligner pour le côté franco-français. Quand je disais tout à l'heure qu'ils sont revenus à 4 points dans le 4e quart-temps, le moment où ils sont revenus à 4 points, c'est sur un shoot à 3 points, un panier à 3 points de Ryan Rupert, qui lui aussi a fait peut-être sa meilleure performance de la saison, je pense, avec en tout cas sur les fois où il est apparu. Il fait 11 points, 5 rebonds et 2 passes. Donc, on espère qu'avec le fait que Portland soit clairement
une équipe qui vise que le bas du tableau. On va le voir de plus en plus et il va pouvoir se montrer. En fait, il a saisi une opportunité. Il n'y a que 8 joueurs de Portland qui ont joué. Il manquait du monde, il manquait Brogdon, il manquait Ty Bull, il manquait Jeremy Grant. Donc forcément, la rotation était tellement rétrécie que Chauncey Billups n'avait pas d'autre choix que de faire jouer Rupert. Est-ce que lui, il a bien saisi l'opportunité, 11 points, comme tu le dis, mais 3 paniers à 3 points. Il s'est montré, donc chapeau à lui. Est-ce qu'il aura forcément du temps de jeu quand les autres reviendront? C'est malheureusement pas une garantie pour lui, mais on espère. En tout cas, il a montré sur ce match que quand on compte sur lui, il peut être là. Il répond présent. Ça va dépendre aussi de la tête qu'auront les Blazers après la trade deadline, parce que si un mec comme Grant part sur un poste un peu similaire à celui de Ryan, moi, j'espère qu'on va le voir un peu plus parce que t'as raison, il faut saisir les opportunités. On sait que c'est un joueur qui a un projet plus qu'autre chose pour l'instant. Donc voilà, on espère le revoir faire des apparitions comme ça, c'est toujours sympa. Allez, dernier match de la nuit, c'était la victoire de Miami contre Charlotte, 104-87, avec 24 points, 10 rebonds, 7 passes de Bam Adebayo. Toujours pas de Jimmy Butler du côté du Heat, mais bon, de toute façon, peu importe, ça n'a pas changé grand-chose. Tyler Hero aussi était là, il a mis 21 points, 15 points pour Rémi Raquez, 19 points pour Duncan Robinson, qui est vraiment un de mes chouchous de la saison, je dois le dire, Duncan Robinson. Cette saison pour toi, là, c'est la thématique, c'est les shooters blancs sous-côté, là, c'est ça? Mais en fait, les shooters, ces mecs-là, justement, je trouve l'erreur, c'est de trop les catégoriser en tant que shooters. C'est comme Sam Merrill, en fait, aux Cavs. C'est des mecs qui font parfois beaucoup plus que ça, mais qui font certainement plus que ça. Vraiment, Duncan Robinson, c'est pas du tout juste un shooter, quoi. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que font plein de défenses, c'est de le considérer que comme un shooter, de se jeter sur lui dès qu'il a la balle à 3 points en disant « Ah bah il va faire que tirer, il sait faire que ça ». Et du coup, boum, ils se prennent des drives. Et en fait, Duncan Robinson, bien sûr que départ arrêté, il va pas te crosser comme, comme Ja Morant ou Kyrie Irving. Par contre, si tu lui donnes un tout petit peu d'espace et d'élan, là, ça devient un très bon driver pour 2 raisons. C'est qu'il n'hésite pas, il y va. Il a quand même une certaine vitesse une fois qu'il est lancé. Et surtout, il regarde sur ses drives. En fait, il fonce pas tête baissée dans le tas. Il a toujours la tête levée et il est très bon pour donner des petites pocket passes, soit souvent à Adebayo ou à quelqu'un d'autre, mais souvent boum sur Adebayo. Il y a cette petite pocket pass ou quelqu'un d'autre qui coupe. Et d'ailleurs, il est à quoi? Il est à 5 passes décisives encore la nuit dernière. D'ailleurs. Ouais, tu fais bien de le souligner. Et ça rappelle le joueur qu'ils avaient l'année dernière aussi avec Max Strus, qui était on peut penser que c'est un shooter de base, mais il fait plein d'autres trucs. On s'en rend compte aussi, même avec les Cavs, il fait une très bonne saison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore vraiment beaucoup de joueurs unidimensionnels, de joueurs qui savent que shooter? En tout cas, pas à Miami, c'est sûr. On recherche des profils qui sont forts au shoot, mais qui savent aussi faire d'autres trucs. Il y en a encore dans la ligue, très certainement, mais c'est quand même de moins en moins. On recherche des joueurs qui savent faire plus de choses dans la NBA moderne aujourd'hui, je pense. Ouais, même Sam Hauser, au final, des Celtics, par exemple, c'est pas juste un shooter. Voilà, il défend, il y a de la taille. Enfin, il y a plusieurs. Les joueurs eux-mêmes comprennent que c'est dans leur intérêt de toute façon de pas juste être un spécialiste, alors qu'il y a un moment, c'était en vogue d'être un spécialiste. Là, les coachs veulent un peu plus que ça. Bon, bah, Shai, on a fait le tour des matchs, mais il y avait quand même un trade aussi ce week-end. Alors, c'est un trade mineur qui implique les Wizards et les Pistons. Bagley et Livers, ainsi que 2 seconds tours de draft, sont envoyés par Détroit à Washington. En contrepartie, c'est Gallinari et Mike Muscala. C'est un deal qui libère énormément de masse salariale pour les Pistons sur l'an prochain. Enfin, qui libère énormément. Non, pardon. Qui libère encore un peu plus de masse salariale pour les Pistons sur l'an prochain. Ils auront 60 millions pour recruter. Maintenant, c'est la question, c'est qui voudra venir à Détroit, mais il y aura de la place. Ouais, c'est ça. C'est un petit trade entre cancres qui se sont fait discrètement pendant le week-end. Et ça m'a permis, j'avais oublié que Marvin Bagley gagnait quand même, avait encore 25 millions engagés sur 2 ans, ce qui, compte tenu de ses performances ou des opportunités qu'il a eues, qui étaient quand même beaucoup, je trouve. Donc il se décharge en tout cas au moins d'une saison de Bagley à 12,5. Et après, à quelle fin est-ce qu'ils vont réussir à attirer des joueurs à la free agency? Pour l'instant, ça paraît compliqué vu comment l'image de la franchise a été écornée par les derniers résultats. Mais bon, en termes de stratégie, ça s'entend. Et Washington récupère un joueur sur lequel peut-être qu'ils espèrent l'utiliser et le faire progresser, je sais pas. Et puis ils ont quand même deux deuxièmes tours de draft avec une équipe comme Détroit qui est pas très performante. Ça peut être un deal gagnant-gagnant pour les objectifs des uns et des autres, je pense.
Ouais, voilà, faudra voir. Et c'est effectivement, si tu chopes un super mec avec ton au début du second tour, ça Mmh, arrive, hein, des fois. bien sûr. Bah là, bon, tu pourras toujours dire: «Ah bah, tant mieux, ce trade, c'est Mmh. grâce à ce trade qu'on a ce pick». Bon, c'est la Xème chance de Bagley, qui a toujours scoré en NBA, hein. Mmh. Je crois qu'il a peut-être aucune saison à moins de 10 points par match, hein. On s'en rend pas compte, mais Ouais, mais quand il est là, il met il des est quand même points. plutôt efficace, mais c'est pas Enfin, faut rappeler que c'est un deuxième pick, drafté devant Luka Doncic. Forcément, ça les attentes, elles sont presque injustes, quand le gars auquel tu es comparé, c'est Doncic, voilà, bon, il a rien demandé. On va voir s'il peut se relancer maintenant à Washington, et essayer d'avoir une carrière un peu décente, en NBA. Yes, allez, affaire à suivre. Nous, on va se laisser là-dessus. On se retrouve cet après-midi pour un podcast avec Théo. Et en attendant, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.